Je suis né à la fin des années 30 dans une cité minière, la cité numéro 16 des mines de Lens, où quelqu'un avait eu la bonne idée de donner aux rues le nom de grands musiciens. La nôtre était la rue Mozart, avant que nous ne venions habiter la rue Saint-Saëns 2 ans plus tard. C'était du moins leur nom à l'époque. Nous habitions en haut de la cité, près de la fosse dont on voit ici l'entrée sur la gauche, et la maison du chef Porion qui la dirigeait sur la droite. Tout ceci a disparu, mais on voyait encore cette maison il y a quelques années. Ici, l'état actuel. Voici cette même fosse, vue sous un autre angle, derrière son petit square et le même endroit photographié en 1999. C'était autrefois la cour de la fosse. De chez nous, on voyait très bien le chevalet qu'on aimait avoir en arrière-plan sur les photos familiales. En face de l'entrée de la fosse, il y avait un petit estaminet. Un de mes oncles, mineur comme tous mes oncles, y avait fait sa photo de mariage en 1929. Cet estaminet s'appelait chez Dessau, et voici à peu près ce que j'y voyais lorsque, enfant, je me risquais à y jeter un coup d'œil. Dans la cité, il y avait 2 autres fosses, mais c'étaient des fosses de retour d'air, simples puits d'aération. Ici, le 16 bis, près duquel mon père cultivait une parcelle de pommes de terre. Et voici la fosse du 11 bis. Le 11 bis que l'on voit aussi à l'arrière sur cette photo. Cette vue a été prise dans la pâture du 16, sorte de grand terrain vague qui était situé au centre de la cité. Derrière mes grands-parents et mon frère en communion, on voit l'ensemble de cette pâture du 16 où l'on pouvait trouver des moutons, des chèvres au piquet, des lapins dans leur parc et même un troupeau d'oies qui vous pinçait cruellement les mollets. En haut à gauche, on voit la fosse et son triage. Tout cet espace est maintenant construit. Une autre vue hivernale de cet espace, avec l'école primaire en arrière-plan. Un terrain de foot avait été installé en haut de cette pâture du 16. Face à nous, l'ancienne rue Saint-Saëns. Et ici, une vue actuelle, prise à peu près au même endroit. Notre rue, vue de plus près, y ont habité des mineurs d'origines diverses, polonaises, serbes et même lituaniennes. Cette rue Claude Debussy nous était tout aussi familière, car y habitaient nos grands-parents. Elle n'a guère changé. Et ici, l'arrière de cette rue, côté pâture du 16. À l'est de notre cité, commençait la cité 11 des mines de Lens ou cité Saint-Pierre. Cette cité était la vitrine de la compagnie. On y trouvait même une salle de théâtre, et son église était surnommée la cathédrale des mines de Lens. Notre cité était plus démunie. Elle ne possédait ni église, ni dispensaire, ni même d'école jusqu'aux années 30. On pouvait accéder à la cité numéro 11 par la rue Saint-Pierre, où un de mes oncles s'était marié en 1925. En haut de notre cité, on pouvait voir, vers l'est, la ville de Lens et son église, et vers le sud, l'église, le Chevalet et le beffroi de Liévin, 2 villes dans lesquelles on ne se rendait que très rarement. Plusieurs mineurs de notre cité élevaient des pigeons. On les appelait des coulonneux. C'était le cas d'un ancien occupant de notre maison. Cela se voyait à la présence de bouchons sur les fils électriques. Ces bouchons signalaient la présence des fils aux pigeons qui revenaient de leur longue course épuisés. D'autres mineurs faisaient partie d'une société de gymnastique, comme 2 de mes oncles présents sur cette photo. Presque tous, comme mon père, pratiquaient le jardinage, activité source d'un apport nutritif important pendant les années de guerre et d'après-guerre. Il faut y ajouter l'élevage de lapins. On en conservait la peau qu'on revendait aux chiffonniers appelés marchands de loques. Nous, les enfants, lui revendions aussi des shrapnels que nous cherchions dans les champs pendant l'hiver. Beaucoup de mineurs élevaient aussi des poules, et comme beaucoup d'entre eux avaient une origine rurale, ils aimaient à l'occasion retrouver des activités encore plus paysannes, comme cet oncle redevenu berger, ou mon père montant ici une meule avec un autre oncle. Les mineurs étaient logés et chauffés par la compagnie, et voici le plan de notre maison. Il y avait 2 logements comme celui-ci dans chaque pavillon, et 6 pavillons au total dans notre rue.
Un des éléments centraux de ce logement était sans doute la cuisinière, qui était le seul moyen de cuisson et de chauffage de la maison. Son entretien demandait beaucoup de temps, car le charbon fourni par la compagnie était de la plus basse qualité. Nos grands-parents utilisaient encore le poêle flamand, qui était resté longtemps populaire chez les mineurs. La radio ou TSF était un autre élément important de la maison. La station la plus populaire était alors Radio Luxembourg. Voici quelques-uns des objets familiers qu'utilisait notre mère. Plusieurs, comme cette cloche à pommes de terre, ces gaufriers ou ce moule à madeleine nous rappellent de bien bons moments. Le jour de lessive était par contre le plus désagréable pour notre mère, mais aussi pour nous les enfants, qui n'avions pas intérêt à traîner dans les parages ce jour-là. Les machines à laver étaient encore rudimentaires. Notre grand-mère avait encore une batteuse à actionner à la main, un peu comme ce modèle visible à gauche, et elle était en bois, comme celle de notre mère. Aucune ne chauffait évidemment l'eau, qu'il fallait transporter presque bouillante de la cuisine à la buanderie. Le commerce le plus fréquenté par notre mère était la coopérative, qui était installée dans un pavillon de la compagnie et à laquelle étaient d'office affiliés tout mineurs. La gérante tenait le carnet de coopérative, où étaient inscrits les achats faits dans la succursale et qui existait encore dans les années 60. Après la Seconde Guerre est apparue une autre formule de coopérative appelée la CCPM. La succursale se trouvait dans cette maison haute, derrière la chapelle. Notre mère passait aussi beaucoup de temps devant sa machine à coudre et nous faisait même nos vêtements lorsque nous étions enfants. Pour travailler à la sortie de l'école, elle avait eu le choix entre le triage du charbon à la fosse et la couture en atelier de confection. Elle avait choisi la confection. L'atelier appartenait à la compagnie. Il était dirigé de main de fer par une certaine Madame Oberlé, célèbre dans les cités de l'époque. Et c'est à ce même atelier que notre mère avait acheté cette machine à coudre peu avant son mariage. L'école maternelle existait déjà à notre époque, mais elle avait encore son gracieux clocheton. Ici la photo d'une classe de cette école dans les années d'après-guerre. Au début de la guerre, la directrice nous rassemblait le matin devant la grande salle pour nous montrer le portrait d'un vieux monsieur. Une de nos activités les plus prenantes était le tissage. Tissage sur des trames en papier avec des bandes du même papier. Mes débuts furent un peu hésitants, mais à la fin de l'occupation, j'étais parvenu à ce résultat honorable avec un motif qui m'avait été sans doute inspiré par la croix de Lorraine et les V de la Libération. Notre école primaire comportait deux parties bien séparées, les garçons à gauche et les filles à droite. Voici ces deux côtés actuellement. On y apprenait qu'il fallait être discipliné comme les soldats, que les grands devaient défendre et secourir les petits, et que les garçons devaient se montrer courageux, surtout devant les filles. L'éducation physique se résumait à ce qu'on appelait les mouvements, et nous allions apprendre à nager dans l'eau délicieusement chaude d'une centrale électrique. Nous fréquentions aussi les colos des houillères, au régime un peu militaire et à l'hygiène parfois rudimentaire. En dehors des heures de classe, nos parents nous confiaient quelques missions importantes, comme aller chercher le lait dans une ferme curieusement appelée la Villa Mon Rêve. Nous avions aussi à récolter de l'herbe pour les lapins ou ramasser le crottin de cheval dans la rue. Il était bon pour cela de surveiller le cheval du Carieux de Carbon, généreux en la matière, car il y avait de la concurrence dans la cité. Nos jeux se passaient le plus souvent en petites bandes, dans les rues. Il y avait bien sûr les classiques glissades avec ses différentes figures, et les cerfs-volants, dont l'alouette tout en papier, et les dragons à armature. Pour faire un dragon et bien d'autres choses, il fallait une sorte de fil de cuivre coloré appelé fil à buquet que nos pères ramenaient de la fosse. Mais nous avions bien d'autres jeux, comme ces descentes vertigineuses de Terry blotties dans une aile de voiture abandonnée, ou le jeu de Biscayen. On appelait Biscayen une sorte de grosse bille en acier qui venait de la fosse. C'était un jeu à plusieurs étapes qui finissait devant une pierre plate
portant plusieurs pièces de monnaie, pièces qui avaient été auparavant façonnées en forme de coupelle. Nous fabriquions aussi des falots. Pour les enflammer, nous avions du crac-crac, sorte d'allumette en ruban qui venait aussi de la fosse et qui servait aux mineurs à rallumer leurs lampes de sûreté. Pas facile à fabriquer aussi ces traîneaux à roulettes, car il fallait d'abord trouver des roulements à billes qu'un père compréhensif pouvait vous ramener de la fosse. Nous n'avions évidemment ni télé, ni jeux électroniques, et je n'ai vu mes 2 premiers films que juste après la guerre, l'un à Liévin, l'autre à Calonne. Sur cette photo, derrière le mur de l'école, on voit une sorte de grosse masse couverte de neige. C'était l'abri antérien de l'école. Un endroit humide et sombre que nous n'avons occupé qu'une seule fois pour essai. Voici quel était l'état de nos chaussures pendant la guerre. Par manque de cuir, nos pères prolongeaient la vie des semelles avec des petits clous appelés dash. Lorsque ces semelles étaient trop usées, il restait la solution de la semelle en bois. Nous perdions nos dash dans les rues, source supplémentaire de crevaisons pour les cyclistes qui manquaient déjà de pneus. Certains tentaient alors de les remplacer par du tuyau d'arrosage ligaturé avec du fil à buquet, mais ces ligatures ne tenaient pas longtemps et on retrouvait ces bouts de tuyaux dans les rues. Le temps de la guerre était aussi le temps des cartes. Cartes d'identité, cartes à vélo, cartes d'alimentation ou cartes d'Europe, où notre père suivait l'avance des Alliés. Notre père ayant refusé de déposer sa TSF à la mairie, c'est dans ma chambre que lui et ses frères venaient écouter les radios Londres. Mais comme je n'avais pas de prise de courant, ils enlevaient mon ampoule pour brancher leur poste et je ne pouvais plus lire. En août 1944, ce fut le terrible bombardement de Lens, puis vint la libération dans la rue principale de Liévin et un curieux pèlerinage où se mêlait le culte à Notre-Dame de Boulogne et un crucifix sur Croix de Lorraine. Nous terminerons avec l'histoire d'Anton, l'un de ces prisonniers de guerre allemands qui étaient venus remplacer les Russes dans un camp situé non loin de chez nous, sur le chemin d'Aix. On voyait leurs misérables troupes, encadrées de soldats, se diriger vers notre fosse, où ils travaillaient. C'est aussi eux qui avaient creusé et nivelé l'ancien terrain de foot de la pâture du 16. C'est à la fosse qu'Anton avait fait la connaissance de notre père et de ses frères. Voyant qu'il était menacé par un gardien quelque peu brutal, ceux-ci étaient intervenus pour l'emmener aussitôt vers la cage. Anton ne l'avait pas oublié, et lorsqu'il est reparti en 1948 pour l'Allemagne, il leur a envoyé une touchante lettre illustrée d'un petit croquis tout à fait parlant. Que d'éventuels descendants d'Anton sachent que leur aïeul n'est pas complètement oublié en France.